Je voulais vous proposer ce matin une réflexion sur ce que signifient encore les frontières à l'heure de ce qu'on appelle l'Anthropocène, c'est-à-dire, selon les géologues, cette nouvelle époque géologique dans laquelle nous sommes désormais entrés et qui est caractérisée par le fait que les humains sont devenus les principales forces de transformation de la planète. Et cette nouvelle époque géologique, elle traduit aussi le fait qu'il y a énormément de choses à inventer ou à réinventer, et que le grand défi qui nous attend au fond en tant qu'humanité, c'est celui de notre capacité à gouverner cette époque nouvelle qui va complètement bouleverser nos cartes de géographie. Et c'est donc dans ce contexte que je voulais vous proposer ce matin une courte réflexion sur le sens que nous allons encore pouvoir donner aux frontières. Il se trouve que je suis chercheur et que je travaille à la fois sur deux sujets, sur la manière dont nous gouvernons le climat et sur la manière dont nous gouvernons l'asile et l'immigration. Et souvent, on me demande, au fond, qu'est-ce que ces deux sujets ont en commun? Pourquoi travailler sur ces deux sujets? Et ces deux sujets, en réalité, posent tous les deux la même question. Et cette question, c'est celle de notre rapport à l'autre, du rapport à celui, à celle qui habite au-delà de nos frontières. Alors bien sûr, ces deux sujets mobilisent des mécanismes de coopération internationale, etc. Bien sûr, le climat engendre lui-même des migrations, mais fondamentalement, au cœur de ces deux sujets, à mon avis, ce qui les relie, c'est la responsabilité que nous acceptons de prendre vis-à-vis de ceux, de celles qui sont au-delà de nos frontières. Je vais commencer par le climat. Vous savez évidemment, et ça n'échappe à personne, que notre action face au changement climatique reste aujourd'hui totalement insuffisante et que même s'il y a des choses qui vont dans la bonne direction, ça ne va pas assez vite, pas assez fort et qu'il y a encore énormément de gens qui rament dans la direction contraire. Et le problème de la physique du climat, c'est qu'évidemment, les actions que nous posons ici et maintenant n'auront pas un impact ici et maintenant. Elles auront un impact plus tard et ailleurs. Et donc, nous n'avons pas vraiment la possibilité de faire directement l'expérience des conséquences, des effets de nos actions, et c'est une difficulté terrible. Et on peut même se risquer à faire l'hypothèse que si nous n'agissons pas suffisamment, c'est parce que nous savons quelque part que ce ne sera pas nous-mêmes qui supporterons les conséquences de cette inaction, mais bien davantage les autres, ceux qui viendront après nous, ceux qui habitent ailleurs que chez nous. C'est une grande difficulté face à l'action climatique, naturellement. On sait que les impacts qui vont toucher Bordeaux, la France, l'Europe, sont largement liés aux émissions du passé. Et c'est évidemment ça qui met une partie de la jeunesse en colère. On sait aussi que ces impacts sont largement liés aux émissions produites hors de Bordeaux, hors de France, hors d'Europe. Le climat ne fait évidemment aucune différence selon que les émissions proviennent de Bordeaux, de Lima ou de Bangkok. Ça veut dire que les actions que nous posons ici et maintenant, que les émissions que nous produisons en France, déterminent le climat de l'Afghanistan, du Bangladesh ou du Soudan.
détermine le climat et donc largement le futur de gens qui évidemment ne prennent pas part du tout à nos décisions. Et de la même manière, notre futur climatique, c'est-à-dire notre futur tout court, ne va pas dépendre seulement de ce que nous allons faire, mais va dépendre aussi de ce que l'Égypte va faire, de ce que le Mexique va faire, de ce que l'Indonésie va faire, de ce que l'Inde va faire. En d'autres termes, notre futur se joue aujourd'hui au Caire, à Jakarta, à Mexico ou à Lagos. C'est une difficulté naturellement, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, notre sort nous échappe un peu. Ça veut dire surtout que jamais dans l'histoire, les humains n'ont été aussi profondément liés entre eux. Ça veut dire que jamais sans doute nous n'avons été aussi dépendants les uns des autres par la physique du climat. Littéralement, le futur des autres dépend de ce que nous allons faire et notre futur dépend aussi de ce que les autres vont faire. Le cas le plus emblématique de cela, évidemment, c'est celui des petits États insulaires. On parlait à l'instant, dans la table ronde précédente, du Pacifique. On a aujourd'hui des petits États insulaires, des Tuvalu, des Kiribati, des Nauru, des Niue ou des Maldives, dont le point culminant se trouve à quelques mètres à peine au-dessus du niveau de la mer, des petits États insulaires qui sont littéralement menacés de submersion par la hausse du niveau des mers. Et on peut se poser la question, quel est encore le sens de la souveraineté que nous avons érigée comme pierre angulaire des relations internationales et de l'ordre mondial? Quel est encore le sens de la souveraineté nationale lorsque votre sol littéralement se dérobe sous vos pieds, non pas à cause des actions que vous avez vous-même posées, mais à cause d'actions posées par d'autres à l'autre bout du monde et sur lesquelles vous n'avez quasiment aucune prise? Une des difficultés, je crois, dans la manière dont nous abordons cela à l'échelle internationale, c'est que précisément le changement climatique est un problème global et nous continuons pourtant à l'aborder par des mécanismes de coopération ou de négociation internationale, c'est-à-dire par des mécanismes qui s'opèrent entre nations. Or, le changement climatique, par nature, ne connaît pas les frontières des nations. Et pourtant, dans la négociation, dans la coopération, chaque gouvernement va encore, et c'est logique dans l'organisation actuelle des choses, chaque gouvernement va chercher à maximiser son intérêt national. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne colle plus. Si nous essayons de traiter des questions globales, comme le changement climatique, mais aussi comme l'érosion de la biodiversité ou comme les pandémies, à partir de mécanismes internationaux, c'est-à-dire de mécanismes littéralement entre nations, qui au fond ne prennent pas en compte du tout le rapport que nous entretenons à la terre et aux vivants. La question des migrations pose évidemment, de façon peut-être plus évidente, la question de notre rapport à l'autre. On a bien vu, avec l'accueil assez remarquable, il faut dire, des réfugiés ukrainiens, au moment où l'Europe, en l'espace de 3 mois, accueillait 5 millions de réfugiés ukrainiens, avec une certaine organisation et avec une réponse qui, on peut le dire, était à la hauteur de son projet politique, on a bien vu que l'accueil des autres, ce n'était pas une question de nombre, ce n'était pas une question de capacité. Nous avons accueilli en 3 mois 4 fois plus de réfugiés ukrainiens que nous n'avions accueilli de réfugiés syriens en l'espace de 2 ans, par exemple.
on voit bien que ce n'est pas une question de capacité, c'est une question de volonté. Qu'est-ce qui fait que nous sommes davantage prêts, et tant mieux pour eux, à accueillir des réfugiés ukrainiens, que nous ne sommes prêts à accueillir des réfugiés syriens, afghans, bangladais ou burkinabés? C'est sans doute le fait qu'ils nous ressemblent et que nous les voyons comme des gens comme nous. Je me souviens, au moment où l'on voyait à la télévision les images de l'exil des réfugiés ukrainiens, de ce commentaire maladroit d'un éditorialiste qui disait « Et regardez, ils conduisent les mêmes voitures que nous ». Et fondamentalement, ce qui me frappe lorsqu'on discute des migrations, et Dieu sait qu'on en parle beaucoup dans le débat public et en termes souvent passionnés et imbéciles, ce qui me frappe quand on parle des migrations, c'est qu'au fond, on ne s'intéresse aux migrations que dès lors que les gens franchissent un continent pour aller vers un autre. Nous nous fichons éperdument des migrations internes, qui pourtant représentent 3 migrations sur 4. Nous nous fichons éperdument des migrations régionales. Nous nous intéressons aux migrations uniquement dès lors qu'on cherche à passer d'un continent à l'autre. C'est actuellement l'émoi parce que 7 ou 8 000 migrants viennent d'arriver en quelques jours sur l'île de Lampedusa. Ces migrants viennent du Niger, du Mali, du Burkina. Qui s'est tracassé de savoir comment ils étaient arrivés en Libye ou en Tunisie? Ça ne nous intéresse absolument pas. Ça nous intéresse uniquement quand nous avons peur qu'ils viennent chez nous. Et donc, ça nous intéresse uniquement, et quand je dis ça nous intéresse, ça nous tracasse en réalité, uniquement lorsque nous avons peur que l'autre vienne chez nous, que celui que nous reconnaissons comme un autre vienne chez nous. Et cet autre, bien souvent, nous ne le reconnaissons déjà plus vraiment comme faisant partie de l'humanité. À chaque fois qu'un nouveau drame de l'immigration, comme on dit, se produit, à chaque fois qu'un bateau chavire en Méditerranée, à chaque fois qu'on retrouve des gens pris au piège d'un camion et asphyxiés dans une remorque, il y a ceux, et il faut bien le dire, c'est la majorité, qui considèrent ces événements avec un certain fatalisme, comme si c'était des drames inévitables de l'immigration. On adresse prières, pensées et condoléances en entendant le suivant, comme la classe politique le fait aux États-Unis après chaque nouvelle tuerie dans une école. Et puis il y a, sur les réseaux sociaux, une petite minorité de gens qui se réjouissent de ces morts. Je suis toujours très frappé de lire les commentaires de ceux qui sont contents que des migrants soient morts en mer, soient morts aux frontières, soient morts dans un camion frigorifique. Et je pense pouvoir comprendre beaucoup de sentiments ou de défauts de l'âme humaine. Je pense pouvoir comprendre pourquoi on peut être lâche, pourquoi on peut mentir, pourquoi on peut trahir, parfois même pourquoi on peut tuer. Mais j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre et à imaginer comment on peut se réjouir de la mort de son prochain. Comment est-ce que la nouvelle de la mort de quelqu'un peut réjouir un autre? Ça, j'ai énormément de mal à le comprendre. Et en y réfléchissant beaucoup, je me suis dit que la seule raison qui pouvait faire que l'annonce de mort aux frontières provoque
ces réjouissances, c'était sans doute parce que ceux qui s'en réjouissaient ne considéraient plus vraiment que ceux qui étaient morts étaient leurs semblables. Ils considéraient, d'une certaine manière, que ceux qui étaient morts ne faisaient plus vraiment partie de l'humanité, étaient des sortes de rebuts méprisables. C'est exactement le même processus, au risque de faire ici un point Godwin, que celui qui a amené de sympathiques voisins ou pères de famille à conduire des trains de la mort vers Auschwitz, parce qu'ils considéraient que ceux qui étaient à l'arrière du train ne faisaient plus vraiment partie de l'humanité, au fond. Et ça m'interroge profondément sur, effectivement, notre rapport à l'autre. Je peux parfaitement entendre et comprendre que l'immigration provoque des interrogations, provoque des anxiétés, provoque des peurs dans la population. Mais il me semble que derrière cela, il y a vraiment la question de notre responsabilité vis-à-vis de l'autre. Or, si nous voulons lutter vraiment et efficacement contre le changement climatique, il va évidemment falloir que nous le fassions aussi et surtout pour l'autre, pour les autres. Même si nous serons évidemment en France touchés et parfois douloureusement touchés par les impacts du changement climatique, nous serons malgré tout préservés. Ce n'est pas notre survie qui est en cause. C'est davantage notre confort qui est en cause que notre survie ou que notre existence même. Après la Seconde Guerre mondiale, nous avons été capables d'inventer un système de sécurité sociale. Nous avons été capables d'inventer un système où chacun de nous cotisait chaque année pour ceux qui allaient potentiellement être malades, se retrouver au chômage ou qui allaient atteindre l'âge de la retraite. C'est-à-dire que nous cotisions même si potentiellement nous ne bénéficions pas, ici et maintenant, de cet effort financier qui nous était demandé. Nous le faisions, et nous le faisons encore, pour les autres. Et pourquoi est-ce que nous le faisons? Parce que nous reconnaissons que les autres font partie de notre communauté politique. Nous considérons qu'au sein de ce système de sécurité sociale qui est organisé à l'échelon national, nous considérons que nous faisons partie de la même communauté politique et que donc nous sommes liés les uns aux autres par une communauté de destin. Et quelque chose qui nous tracasse beaucoup, c'est évidemment que d'autres qui viennent d'ailleurs puissent bénéficier à leur tour de ce système de sécurité sociale. Combien ne mettons pas en cause le fait que les immigrés, les demandeurs d'asile viendraient en France pour bénéficier des aides sociales ou de l'aide médicale d'État. Ce système de sécurité sociale est assez remarquable. Mais nous l'avons élaboré à l'intérieur de nos frontières nationales. Et je crois que la question du changement climatique et au-delà de l'Anthropocène, pour englober l'ensemble des transformations de l'environnement, c'est celle de notre capacité à créer un système de sécurité sociale pour ceux qui sont au-delà de nos frontières, qu'il s'agisse de frontières générationnelles ou de frontières géographiques. Un des reproches qu'on fait parfois à l'Anthropocène, en tant que terme, c'est de mettre tous les humains sur un pied d'égalité dans les transformations de la Terre. Et d'aucuns ont proposé des appellations alternatives.
On a ainsi parlé d'oliganthropocène pour souligner que ces transformations étaient avant tout le fait d'une minorité, et notamment d'une minorité d'hommes blancs, et que la majorité de la population était victime de ces transformations bien davantage qu'elle n'en était actrice. On a parlé de capitalocène, pour dire qu'au fond, le responsable véritable de ces transformations, c'était le système capitaliste. On a parlé d'androcène, pour souligner que le vrai responsable de ces transformations, c'était le patriarcat et le système de prédation qu'il induit. Et toutes ces réflexions sont évidemment fécondes et nécessaires, mais je pense qu'elles passent à côté de l'essentiel. Je pense qu'elles passent à côté de l'essentiel parce qu'elles s'attachent à déterminer ce qui est la cause de l'Anthropocène. Et elles ne s'attachent pas à la manière dont nous allons gouverner cette époque nouvelle. Or, je pense que l'enjeu fondamental, c'est de savoir comment nous allons pouvoir gouverner cette époque nouvelle. Et c'est là où il me semble qu'il faut lire l'Anthropocène, non pas comme la désignation de la cause de cette époque nouvelle, mais comme un principe de gouvernement. Comme un principe qui reconnaît précisément que nous sommes tous responsables les uns des autres. Quand on y réfléchit bien, ce principe d'égale responsabilité, il est assez remarquable comme principe de gouvernement, comme principe de vie, comme principe d'action, parce que précisément, il définit que nous avons tous et toutes une égale responsabilité et que notre responsabilité dépasse nos frontières géographiques, générationnelles, et j'irais même jusqu'à dire qu'elle s'étend à l'ensemble des membres du vivant. Et c'est là, je crois, que se trouve ce formidable enjeu de l'Anthropocène, c'est celui de développer une communauté politique qui soit véritablement cosmopolitique, qui ne s'arrête plus à nos frontières, mais englobe l'ensemble du vivant, présent et à venir sur Terre. Et pour cela, ça nécessite en premier lieu que nous puissions reconnaître l'autre comme quelqu'un de profondément semblable à nous-mêmes. Et c'est là, bien entendu, où je crois que l'émigration et le climat nous posent fondamentalement la même question, celle de notre capacité à reconnaître ceux et celles qui sont au-delà de nos frontières comme nos semblables, des semblables vis-à-vis desquels nous avons une responsabilité. Merci beaucoup.